Alors, on va démarrer cette conférence. Je vais le répéter plusieurs fois, mais merci Monsieur Djellab d'avoir fait le déplacement. Je sais que vous étiez ce matin en conférence à Versailles. Peut-être que vous venez également de Lille, ou de Béthune. Vous descendez, bon voilà, c'est parfait, si le stop se fait à Tours, nous en sommes ravis. Alors, l'association Coopérer donc, a le plaisir de vous accueillir, de vous accueillir ce soir et d'organiser cette conférence. Je rappelle très brièvement, parce qu'on se rend compte que finalement, il y a toujours des nouveaux visages qui arrivent sur nos conférences, donc très très rapidement. L'objectif de cette asso, c'est de créer un micro-lycée public pour les jeunes les plus en difficulté, ça nous travaillons avec les instances du rectorat, et de déployer et expérimenter et s'aimer les pratiques institutionnelles qui nous semblent très pertinentes dans le monde actuel. Institutionnel, coopératif, ce n'est pas l'objet de la conférence là, mais on pourra échanger d'autres moments. En direction des professionnels, donc ça c'est en direction des jeunes, et en direction des professionnels, nous avons un pôle ressources, un espace tiers, un espace transitionnel pour les professionnels qui consiste à animer, à créer et animer ce pôle ressources autour des pratiques institutionnelles, encore elles. Il active le lien avec la recherche en sciences de l'éducation. Nous sommes en lien avec de nombreux chercheurs. Paris 8 essentiellement, mais pas que. Mais à disposition une bibliothèque, on a à peu près 350 livres, et puis des abonnements numériques aussi, parce que ça fait partie, c'est incontournable, les livres. On organise des colloques et des conférences, donc ce soir c'est une conférence, il y a eu un colloque en septembre autour de la psychopathologie adolescente, on essaye de travailler sur la psychopatho adolescente, et puis après d'autres sujets, que ce soit philosophique, sociologique, etc. Sont en préparation un cycle autour de à nouveau la psychopatho adolescente et la question de gouverner, mais on est en travail et puis on y travaille. La question de l'autorité, la question de la pédagogie institutionnelle, le climat dans la classe, etc. C'est en gestation avec trois chercheurs qui doivent venir dans le courant de l'année. Voilà. Quoi d'autre ? Et on organise des formations en pédagogie institutionnelle, soit au sein de l'association, donc c'est sur les vacances, mais c'est bien aussi. Et puis on a de demandes maintenant de formation initiative établissement. Donc toute l'équipe qui fait partie de l'éducation nationale s'est organisée coopérativement, institutionnellement, pour pouvoir transmettre en fait tout ce qu'on a appris sur le terrain. Voilà. Et l'association fonctionne en pédagogie institutionnelle. Enfin, elle essaye. Voilà. Donc là, vous avez vu, il y a des gens qui tiennent des fonctions. Et, voilà. Conférence ce soir émane donc de ce pôle ressources, pensé comme un espace transitionnel, dont le but est de partager avec le plus grand nombre une certaine manière de voir le monde et de penser les rapports entre les sujets. Nous aimerions un monde plus solidaire, plus pacifié. Je n'oserais pas dire qu'il s'agit d'un vain mot, mais disons que le travail ne manque pas. C'est le sens de notre engagement ici. Alors ce soir, nous recevons Aziz Djellab, sociologue, professeur des universités, inspecteur général éducation, sport, recherche, titulaire de 2 thèses en sociologie et en sciences de l'éducation, après des études de psychologie. J'y tiens, parce que vous avez exercé comme conseiller d'orientation psychologue un certain temps, puis maître de conférence en INSP. Vous avez soutenu une HDR avec François Dubé. Professeur des universités associées donc à l'INSEI, qui a changé de nom, l'Institut supérieur de recherche et de formation pour l'éducation inclusive. Voilà, et vous êtes nommé administrateur d'État depuis peu. Donc c'est plutôt rassurant, je me suis dit. Ça serait une gageure que de résumer l'ensemble de vos travaux qui figurent sur les 24 pages de votre CV. Je ne me suis pas risquée, d'autant que ce CV date de 2018 et que j'ai noté depuis au moins une vingtaine d'articles et au moins 4 livres, et je suis sûre que j'en ai oublié. Donc, vous êtes particulièrement penché sur les caractéristiques sociologiques, pédagogiques des lycées professionnels et leurs effets, les rapports au savoir, la question de la mixité sociale, de l'égalité des chances, en particulier pour des publics les plus vulnérables, élèves issus des quartiers prioritaires, élèves venus d'ailleurs, élèves à besoins particuliers. Vous débusquez les conditions qui jalonnent ou pas la réussite de ces élèves dans leur parcours scolaire. Nous vous avions reçu en 2019 pour votre livre « Une fraternité à construire », essai sur le vivre ensemble.
qui ne pouvait que nous interpeller dans les débuts de notre vie associative qui est fondée sur les pratiques institutionnelles autour du faire ensemble. En 2022, vous êtes revenu également après la crise sanitaire que vous qualifiez de sociétale. Vous observez l'émergence du discours autour de l'incertitude, et donc c'était autour de ce livre-là, L'école à l'épreuve des incertitudes, et vous affirmez la nécessaire place des institutions pour traverser ces crises de façon à ce que nos valeurs de solidarité restent vivantes et prégnantes. Vos observations de sociologue, tel un clinicien du monde contemporain, à entendre au chevet d'eux, il me semble, vous permettent également de rappeler les points de vigilance auxquels notre école doit être attentive, voire de la convoquer à ses devoirs. Vous défendez une école qui se doit d'être exigeante sur les contenus disciplinaires, fidèle aux valeurs inscrites au fronton de cet édifice. Vous pointez la nécessaire réflexion autour de la pédagogie, des collectifs, du pouvoir d'agir des jeunes, pour permettre l'appropriation des savoirs autant que des connaissances. Condition première est la construction d'un citoyen éclairé, digne héritier des Lumières dans une société plus humaniste. Donc, nous vous recevons ce soir pour ce livre « Populisme et anti-intellectualisme en démocratie, un défi pour une éducation à l'esprit critique et éclairé ». Vous l'aviez presque annoncé d'ailleurs en 2020 dans un article, il me semble, vous aviez travaillé un article qui donnait déjà quelques prémices, hein, mais là c'est beaucoup plus développé. Il interpelle le public que nous accueillons habituellement, des professionnels de l'éducation, du social et du médico-social, mais aussi des personnels de direction qui sont venus et des inspecteurs présents ce soir, et je les remercie vraiment d'avoir répondu à l'invitation. Ce livre ne pouvait que nous interpeller et nous ne pouvions résister à l'envie de vous écouter. Partager ce moment dans le contexte historique, je vais rappeler, enfin juste historique dans le sens de devoir de mémoire envers le débarquement, puisqu'on est à 80 ans, et un contexte préélectoral qui ne peut que faire frémir. Donc nous vous écoutons pour une conférence de 45 minutes qui sera suivie par quelques questions des discutantes de l'association, et puis un échange avec la salle. Un pot clôturera cette soirée en guise d'ouverture vers des échanges plus informels. Ces pots sont assez chers à l'association, parce que la clinique du seuil, la clinique de l'informel, c'est très très important en fait. Donc je vous donne la parole en réitérant nos remerciements pour votre venue ce soir et votre confiance réitérée, parce que je crois que vous acceptez toutes nos invitations. Cher Aziz, expliquez-nous comment réenchanter les savoirs et nos consciences, et je crois que nous en avons tous besoin. Merci d'être là. Merci, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Voilà, c'est toujours un plaisir de venir et quand on peut. Et c'est bien qu'on puisse aussi avoir des temps d'échange. Donc je vais essayer de tenir les 45 minutes pour avoir effectivement des questions de votre part. Je vais me mettre là pour pouvoir défiler peut-être le diaporama, sachant que je le dis d'emblée, le diaporama sera, je ne vais pas me contenter de le lire, c'est pas le but, mais il pourra effectivement être, comme d'habitude, si vous voulez diffuser par la suite au nom de l'association, ou nourrir un peu vos réflexions, c'est volontiers. Alors, la thématique, en fait, elle peut apparaître au départ comme étant une thématique un peu éloignée de l'école, alors que c'est une thématique très scolaire. C'est-à-dire que, vous l'avez dit dans la présentation, j'ai évidemment travaillé beaucoup sur le système éducatif, j'y travaille encore, mais on ne peut pas concevoir une école qui soit en dehors de la société, et d'ailleurs, c'est un bel observatoire quand on interroge l'école, un bel observatoire sur le fonctionnement de notre société aujourd'hui. Si je prends un exemple pour illustrer un peu mon propos avant de développer le sujet, quand vous prenez le rapport de la Cour des comptes qui a été publié en juin 2023 sur la mixité sociale et scolaire, ce rapport indique que la concentration des élèves de milieux favorisés dans les établissements scolaires s'est encore renforcée, et en même temps, la concentration des difficultés dans d'autres établissements s'est aussi renforcée. Donc ça dit quelque chose, si vous voulez, sur le fait que l'école ne peut pas être perçue comme un sanctuaire fermé sur le monde, et tout le défi que soulève justement la question du populisme, c'est de savoir comment l'école peut faire face à ces évolutions à la place qui est la sienne, et sans doute aussi à réinterroger
finalement l'évolution de notre école, y compris autour de ce que j'appellerais une nouvelle gouvernance de ce système. Alors, le populisme et l'anti-intellectualisme en démocratie, ça m'est venu, et vous avez raison, c'était il y a 4 ans, dans un entretien qui était accordé à un site qui travaille sur l'éducation. J'avais dit à ce moment-là qu'il y avait déjà un impératif qui est celui de l'éducation à l'esprit éclairé et critique. Parce que l'esprit critique n'est pas l'esprit éclairé et critique. Et nous venions, ça devait être au mois de novembre 2020, nous venions de sortir, pas totalement, mais en tout cas de la crise sanitaire, qui a été vraiment un miroir grossissant à la fois des inégalités, mais également de cette importance qu'il y a à éduquer à l'esprit éclairé et critique dans un monde dans lequel prédominent des idées reçues, prédomine aussi cet anti-intellectualisme que je vais présenter. Donc pour présenter cela, je vais partir finalement de l'origine de ce questionnement. Alors c'est un questionnement qui n'est pas tombé du ciel, hein. C'est un questionnement qui est presque au long cours, hein. La question de l'anti-intellectualisme, par exemple, moi j'avais rencontré dès le début, quand j'avais enquêté sur les lycées professionnels, où parfois les élèves disaient finalement lui c'est un intello, hein. Donc déjà cette image me renvoyait aussi à m'amener à m'interroger qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel pour des élèves qui voient l'école comme étant le lieu du savoir, mais aussi le lieu d'une forme de domination qui peut être aussi très éloignée de leur expérience. Et en même temps, ce qui m'a amené à m'interroger sur l'anti-intellectualisme, c'est clairement la critique qui est faite au savoir aujourd'hui, la critique aussi qui est faite à la culture scolaire, qui n'est pas forcément intentionnelle, mais qui se nourrit d'un certain nombre d'idées reçues. Et par exemple, quand il y a eu le confinement, quand il y a eu des débats, vous vous en souvenez, sur le vaccin, sur la santé, etc., je me suis posé la question, mais comment les élèves peuvent-ils se repérer dans cet univers qui devient envahissant? Et c'est vrai que la culture scolaire peut apparaître comme étant mise en difficulté par la profusion d'une société de la désinformation et l'importance aussi qui est donnée aujourd'hui à finalement une sorte de critique radicale de l'école à travers l'idéologie populiste qui oppose en grosso modo, ce qui est d'ailleurs une des caractéristiques communes des différents populismes, je ne vais pas détailler les différents populismes, mais il y en a un certain nombre, mais qui est d'opposer finalement l'élite au peuple, hein. Et donc cette opposition de l'élite au peuple, derrière l'image de l'élite, les élites on y met aussi les intellectuels. Donc il y a quelque chose d'assez inquiétant, parce qu'on n'est pas censé, quand on fait une recherche, on n'est pas censé s'inquiéter, on est censé comprendre. Mais évidemment, ça nous interpelle. Ça veut dire qu'à l'avenir, il y a cette question justement de quelle est la place des savoirs. J'oserais tout à l'heure l'expression de réenchantement des savoirs, parce que ça me semble extrêmement important dans ce contexte. Alors bien sûr, quand j'ai commencé à travailler sur le populisme, j'ai évidemment examiné un peu la littérature. Je ne dirais pas que j'ai examiné toute la littérature, parce qu'elle est extrêmement abondante. Et non seulement elle est abondante, mais aussi elle est, comment dire, l'idée de cette littérature, elle combine aussi bien des travaux vraiment scientifiques, par exemple des travaux d'historiens, si je prends quelqu'un comme Pierre Rosanvallon ou Pierre-André Taguieff, ou même Pascal Perrineau qui a écrit un que sais-je sur le populisme. Là, c'est solide, on va dire. Ça se discute scientifiquement, mais c'est appuyé sur du solide. Mais vous avez des écrits journalistiques, vous avez des écrits, pour appeler effectivement qui relèvent un peu du sens commun. Et donc cette profusion était intéressante. Ce qui m'a importé, c'était aussi, et je en dirai un mot, l'origine justement de l'essor du populisme, qui à l'origine était plutôt quelque chose de relativement positif dans les représentations, parce que c'était quelque chose qui représentait le peuple. Et à partir des années 80, le populisme va prendre une autre forme qui va être plutôt celle d'une critique radicale des institutions. Et donc, pour éclairer un peu mon propos, je vais partir un peu de l'origine du questionnement. L'idée, c'est aussi de vous montrer le cheminement de ce travail. C'est en gros un paradoxe qu'on peut livrer d'emblée. Comment expliquer que nous soyons bien sûr les héritiers des Lumières? On crois beaucoup à les Lumières parce que c'était vraiment la période extrêmement importante et ça nourrit aussi notre regard sur l'école. Comment expliquer que malgré cet héritage,
malgré le progrès de la science, jamais le scepticisme n'a été aussi important. C'est quelque chose de très paradoxal que nous rencontrons, par exemple, sur la croyance dans les vertus de la science, c'est devenu très problématique. Donc là aussi, ça interroge, et je vais donner un exemple juste après. Et donc, pour le comprendre, l'idée, c'est de faire l'hypothèse suivante. L'anti-intellectualisme, comme l'essor des idées populistes, renvoie à une certaine critique radicale des institutions. Et l'école occupe une position de choix à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'il y a une défiance vis-à-vis des institutions, l'école n'y échappe pas, et c'est d'ailleurs ce qui conduit à un certain malaise que peuvent avoir les acteurs de l'école en disant, vous vous rendez compte, on a des élèves qui confondent opinion et savoir, et donc ça pose aussi des problèmes identitaires. Si on prend par exemple les enseignants aujourd'hui, c'est une question, quand j'avais enquêté il y a déjà quelques années sur les enseignants de second degré, je disais en entretien, je n'ai pas fait autant d'études, faire des études, pour avoir des élèves qui finalement se désintéressent. Donc c'est quelque chose qui les renvoyait au cœur même de leur identité. Ce qui m'avait d'ailleurs permis de constater à l'époque que dans les médias, ou même dans l'institution scolaire, quand on parle de la violence à l'école, qui est un vrai problème, c'est une réalité, et bien sûr elle est très complexe, on oublie aussi des formes de violence que vivent certains enseignants quand ils disent finalement je n'arrive pas à passionner les élèves. Donc quelque chose qui renvoie aussi à cette dimension de la défiance, parfois l'indifférence vis-à-vis de l'école et des savoirs. Et pour illustrer donc cette question, c'était de prendre une enquête. Alors c'est une enquête de l'IFOP qui date vous voyez, 2023, et je dis d'emblée, évidemment, ce n'est pas une enquête scientifique. C'est plutôt quelque chose qu'il faut prendre un peu, on va dire, avec prudence, comme quand on fait des sondages, parce qu'on peut imaginer que quand on fait des sondages auprès des jeunes, il peut y avoir aussi des jeunes qui souhaitent, et c'est aussi une possibilité, qui peuvent répondre de façon qui peut être un peu provocante ou de façon moins réelle que ce qu'ils pensent. Donc, mais quand même, ça donne quelques tendances. Ça donne quelques tendances parce qu'on constate, par exemple, sur cette enquête, que les jeunes qui étaient interrogés, auxquels on avait posé les mêmes questions en 1972, étaient plus nombreux à l'époque à considérer que la science apporte à l'homme, moins nombreux à considérer que la science apporte à l'homme plus de mal que de bien. Donc il y a une vraie défiance vis-à-vis de la science, clairement. En 72, 55% disaient que c'était plutôt bien, et ce pourcentage tombe à 33% dans l'enquête menée en 2022. Vous avez aussi des thèses comme le créationnisme qui s'est installé chez 27% des jeunes, et on trouve aussi, alors ça peut peut-être un peu surprendre, que le platisme, par exemple, est partagé par 16% des jeunes disant que la Terre est plate. Et donc, du coup, ça interroge, si vous voulez, sur le rapport. Et encore une fois, l'idée, c'est pas tant de dire que c'est le règne, entre guillemets, de l'ignorance, c'est pas ça, c'est de dire que ça renvoie aussi à un regard qui peut être un regard de la distance vis-à-vis de l'institution scolaire et de ce qu'elle représente. La deuxième raison qui m'a amené à travailler sur le populisme, évidemment, et l'anti-intellectualisme, incontestablement, ça a été l'épisode des Gilets jaunes. Et l'épisode des Gilets jaunes a été révélateur d'une réalité qui, paradoxalement, a été très médiatisée, mais qui n'a, entre guillemets, concerné que, j'ai envie de dire, 300 000 personnes. Vous vous en souvenez, les médias parlaient effectivement des Gilets jaunes, avec d'ailleurs une présentation des Gilets jaunes comme assez négative. La plupart du temps, c'était un peu dire, vous vous rendez compte, c'est le genre grand soir, c'est un peu la révolution, etc. Mais quand on a interrogé les Gilets jaunes, si on fait des enquêtes sérieuses, on s'aperçoit que l'essentiel de leurs revendications, c'était que leurs propres enfants puissent avoir au moins la même position sociale que celle qu'ils occupent. C'est-à-dire la préoccupation qui est celle du déclin. Et vous faites des enquêtes aujourd'hui, les classes moyennes, c'est d'ailleurs une des raisons qui participent de la défiance vis-à-vis des institutions, c'est que même les classes moyennes développent aussi une rhétorique critique vis-à-vis des institutions. Ce qui n'est pas sans effet aussi, Virginie, vous parliez du climat, évidemment, sur le rapport aux institutions qui montre aussi une certaine distance qui s'est créée vis-à-vis des institutions, et j'en dirais un mot aussi vis-à-vis de ce qu'on appelle les élites. Troisième élément qui entre en considération, c'est bien sûr la crise sanitaire que j'ai considérée, je ne vais pas trop m'y attendre, puisque je l'avais évoqué quand j'étais venu la fois dernière, qui a été effectivement révélatrice justement de l'épaisseur des inégalités
qui a été aussi, qui a interrogé également la question notamment du brouillage de la science. Hein, j'ai parlé de l'épisode des vaccins. Et ça a conduit aussi à favoriser l'essor. Je ne dirais pas que c'est une relation de cause à effet, mais ça a conduit aussi à favoriser sans doute l'essor de thèses complotistes qui étaient déjà existantes, mais qui sont aussi renforcées de cette réalité, de thèses aussi qui conduisent à ce que Bernard Charlot appelle une sorte de négationnisme. Hein, et le négationnisme, quand il touche les savoirs, il peut aller jusqu'à la barbarie. Hein. On voit d'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle Éducation aux barbaries, en 2020, dans lequel il interroge justement ce qu'il appelle lui la crise du rapport au savoir chez les élèves. Ce qui m'amène donc, alors j'ai avancé un peu vite puisque j'ai parlé de la crise sanitaire, en fait, une fois que j'ai présenté un petit peu les raisons, l'idée évidemment c'est d'interroger cette notion de populisme et anti-intellectualisme, une alliance objective qui interroge. Traditionnellement, vous parliez tout à l'heure notamment des travaux de sociologie et de l'éducation, évidemment j'ai mobilisé beaucoup de recherches de sociologique et historique. Traditionnellement, on a les travaux notamment sur les inégalités sociales, sur les inégalités scolaires, ont souvent mis en avant, alors en sociologie, le fait que ce qui explique que les jeunes ou des élèves résistent à l'école, en tout cas qui conduisent finalement à des rapports un peu critiques vis-à-vis de l'institution, c'est traditionnellement le fait que la culture scolaire apparaît comme étant éloignée de leur culture sociale. Et la culture scolaire apparaît aussi comme une culture bourgeoise, hein, pour aller vite. Et donc on a toute une littérature qui explique qu'historiquement, les résistances vis-à-vis des savoirs, c'est lié aussi à des conditions de classe. Hein. Bon. Alors on a beaucoup de travaux qui vont un petit peu dans ce sens-là. Là, le raisonnement n'est pas exactement le même. Le raisonnement, c'est de dire que ça n'est pas tant l'existence, bien sûr il y a des inégalités, mais le fait d'opposer à la culture scolaire une culture de classe, que le fait que une partie des élèves oppose à la culture scolaire finalement un rapport pratique au monde, un rapport pragmatique par exemple, en disant la culture scolaire c'est un peu théorique, c'est scolaire, etc. Ce que j'avais vu effectivement quand j'avais enquêté sur une partie des élèves lycées professionnels. Et le problème, pourquoi est-ce que je parle de cette alliance objective qui interroge, c'est parce que nous savons tous que les inégalités sociales se jouent au niveau des apprentissages. Et qu'une école de l'émancipation, c'est d'abord une école des acquisitions. C'est pour cela que je fais une différence entre l'esprit critique et l'esprit éclairé critique. On ne peut pas critiquer raisonnablement une œuvre d'art si je n'ai pas de connaissances artistiques. Donc ça interroge aussi sur de bien faire la différence entre la critique et l'esprit éclairé critique qui suppose évidemment un travail d'acculturation, de formation et d'accès au savoir. Alors dans le populisme, évidemment, historiquement, c'est une apologie du peuple. On la retrouve contre les élites. Et cette dimension-là, on va la retrouver aujourd'hui. Et quand je disais en guise d'introduction qu'il y a un enjeu quand on parle des sociétés modernes, de la société aujourd'hui, à savoir quel type de société se dessine, quand j'ai pris l'exemple de la concentration d'élèves favorisés dans certaines écoles et d'élèves défavorisés dans d'autres, vous voyez bien que se joue déjà à ce niveau-là le risque de l'anti-intellectualisme. C'est-à-dire que comment l'école peut y contribuer. C'est pour cela que je terminerai en disant qu'on aura l'occasion d'y revenir. Il y a deux enjeux majeurs aujourd'hui pour l'école, me semble-t-il. La question de l'éducation à l'esprit éclairé et critique, mais aussi la question de la mixité sociale et scolaire, qui est un sujet évidemment d'importance, puisque c'est à ce niveau-là que se jouent aussi les inégalités, voire le ressentiment qu'on peut avoir plus tard. Alors dans la littérature, j'ai trouvé évidemment un des premiers à avoir parlé notamment du populisme, c'est dans l'ouvrage de Grégoire Aleksinsky, qui a écrit un livre qui s'appelle La Russie moderne, où l'on voit cette expression qui n'apparaît dans la langue française qu'en 1912, et notamment dans le Trésor de la langue française, qui avançait déjà à l'époque, en 1912, qu'un populiste, c'est quelqu'un qui défend les intérêts des couches populaires. Donc en fait, ça n'est pas exactement la même chose que de dire un populiste, c'est quelqu'un qui est contre les élites. C'est quelqu'un qui va d'abord défendre les intérêts des couches populaires. Et on a la même chose, alors c'était dans la Russie, donc ça devait l'Union soviétique qui est redevenue la Russie, la même chose aussi aux États-Unis, parce qu'il y avait effectivement le People's Party,
partie du peuple nord-américain qui apparaît au XIXe siècle, et dans lequel l'idée c'est de dire, pour que le peuple soit vraiment partie prenante de la démocratie, il faut qu'il accède aussi aux sphères de décision. Et donc, c'est à partir de là que se sont développés tous les débats que nous connaissons aujourd'hui sur, par exemple, les débats participatifs ou la démocratie, par exemple, délibérative. Et donc, dans ce cadre, on peut dire que, historiquement, il faut bien le souligner, le populisme n'était pas quelque chose de négatif. C'était posé comme quelque chose de positif, puisqu'il est au service de la mobilisation des citoyens et d'un développement communautaire de la démocratie. Quand on fait l'examen de l'ensemble des travaux, et je vais un peu vite, on s'aperçoit qu'il y a effectivement des invariants. Alors par exemple, je me suis posé la question, il y a peut-être des personnes ici qui ont déjà travaillé sur cette thématique, est-ce que la notion de populisme de droite, populisme de gauche a du sens? Et je m'aperçois qu'elle n'a pas totalement de sens, parce qu'on retrouve des invariants. On retrouve aussi le fait que globalement, et c'est un des paradoxes des discours populistes, les discours populistes ne parviennent pas à résoudre une contradiction qui est d'une part d'affirmer qu'ils sont le peuple et d'autre part de ne pas échapper à l'idée que de toute façon le peuple doit être représenté. Donc en fait, la tension entre être le peuple et devoir le représenter, systématiquement, si vous représentez le peuple, vous êtes forcément dans l'élite. Et en fait, la ruse, si vous voulez, de discours populiste, c'est de taire cette réalité-là en disant nous sommes le peuple, et donc on retrouve évidemment tous ces relents. Vous pouvez l'appliquer à quelles que soient d'ailleurs les idéologies populistes en jeu. Donc au final, ces quatre éléments que je vous présente, c'est quelque chose de très récurrent, une critique indifférenciée des élites dans laquelle on va mettre l'intellectuel. Et c'est vrai que il y a des intellectuels qui ont un petit peu la nostalgie de la disparition de l'intellectuel total, de l'intellectuel universel, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, etc. Et il y en a d'autres qui disent finalement, non, l'intellectuel doit rester cantonné à son domaine. Et être cantonné à son domaine, ça veut dire qu'il n'a plus la légitimité qu'il pouvait avoir. Il est clair qu'aujourd'hui, les intellectuels, en termes de visibilité, c'est pas vraiment ceux qu'on va mettre en avant, ou alors, si on les met en avant, c'est souvent pour défendre quelques intérêts, ou quand ça arrange, si vous voulez, un certain nombre d'enjeux, un certain nombre quand ils sont utiles, on va dire. Il y a aussi un mépris de la culture humaniste, parce qu'on n'y voit que l'expression d'une arrogance ou d'une condescendance. Et par exemple, quand j'ai fait le travail un peu historique, je me suis aperçu que l'anti-intellectualisme en France se développe beaucoup à partir de l'affaire Dreyfus. Il y a les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards, et vous avez toute une littérature, et c'est très intéressant de voir par exemple comment quelqu'un comme Maurice Barrès ou d'autres intellectuels, comment ils traitaient d'autres intellectuels. Vous vous rendez compte, c'est des intellectuels qui ne sont pas à la hauteur, donc il y a finalement une sorte de discrédit, ce qui est d'ailleurs très paradoxal de la part de quelqu'un qui est aussi supposé intellectuel, qui traite des autres d'intellectuels qui ne sont pas de niveau. Par exemple, Charles Maurras, parlant d'Émile Zola, notamment. Vous avez aussi un populisme qui fait l'apologie du passé, et qui reste fondamentalement conservateur. C'est pour cela d'ailleurs qu'on voit se développer un peu ce qu'on appelle les idéologies illibérales. L'illibéralisme, c'est une forme aussi de populisme. C'est-à-dire qu'on dénie aux institutions démocratiques l'existence. On va considérer que les corps intermédiaires ne servent pas à grand-chose, et puis on va considérer de toute façon que les institutions, comme des institutions qui sont là pour protéger l'état de droit, ne sont pas forcément légitimes. Donc c'est intéressant. L'exemple typique, évidemment, vous vous en souvenez, c'est si on prend aux États-Unis le fait d'avoir finalement, quand il y a eu un changement de président, l'invasion du Capitole qui a été perçue comme quelque chose de normal, parce que le peuple est là. Donc du coup, c'est un refus, ça conduit aussi à une sorte de refus de contestation de la démocratie. Et enfin, le populisme veut prendre l'apparence d'un discours antidémocratique en vantant les mérites de l'autoritarisme et d'un pouvoir politique dirigiste. Ceci, évidemment, je n'invente rien, ce sont les éléments qu'on peut lire dans les travaux. Donc on peut dire ici, et je tiens à le souligner, je ne confonds pas, il ne faut pas confondre peuple et populisme.
Hein, c'est très important. Hein. Le populisme, c'est un discours, c'est presque une obsession narrative. C'est un discours qui essaie de flatter, si vous voulez, le peuple, y compris à travers un imaginaire, ou un peuple imaginaire. Je fais une différence entre le populisme et les citoyens. Et c'est important de le souligner parce que le risque, si vous voulez, c'est d'abord c'est important d'un point de vue scientifique, mais aussi le risque, c'est de discréditer le discours populiste et en même temps le peuple, si on le définit comme étant une communauté nationale, une société, un collectif. Donc, bien faire la différence. Donc, le populisme, ici, je l'entends comme idéologie, comme discours. C'est un ensemble de discours et de pratiques qui font l'apologie d'un peuple réel, identifié à une identité culturelle, parfois ethnique, et plus ou moins dominé par les élites. Et je ne suis pas très tendre aussi avec les élites. Hein. C'est-à-dire, dans la liste que je fais, vous avez bien compris, c'est aussi, il ne faut pas simplement la photographie, il faut aussi le film. Comprendre pourquoi on est arrivé à une situation dans laquelle il y a une défiance vis-à-vis des institutions et il y a une défiance également vis-à-vis des élites. Donc dans le contexte actuel, bien sûr, on peut parler de peuple en excluant les élites, ce qui est d'ailleurs assez étrange, est-ce qu'on peut parler d'un peuple en considérant qu'il y a le peuple d'une part et les élites de l'autre, par exemple. Hein. C'est quand même peut apparaître une aberration, même d'un point de vue scientifique. Eh bien, comme je le disais, il ne parvient pas à régler cette contradiction souveraineté du peuple et nécessité de le représenter. Par conséquent, dès lors que vous avez cette rhétorique du peuple contre les élites, la porte est ouverte vers la critique du savoir et de l'intellectuel. C'est pour ça que je disais au départ, alors vous savez qu'il y a toujours eu des questions, mais je n'ai pas le temps de développer ici, sur qu'est-ce qu'on appelle une classe sociale. Une classe sociale, est-ce que c'est uniquement une classe qui se détermine ou se définit par la position économique qu'occupent les membres qui la composent, ou est-ce qu'une classe sociale, ça n'est pas aussi une catégorie sociale qui se détermine par un ensemble de capitaux dont elle dispose, qui peuvent être du capital culturel, comme l'avait fait Pierre Bourdieu, reprenant à Max Weber cette idée qu'il peut y avoir une classe dans laquelle l'élite peut être soit une élite économique, soit une élite intellectuelle. Mais toujours est-il que considérer que les élites, les intellectuels font partie aussi de l'élite, et donc on les renvoie comme étant finalement des acteurs qui sont un peu entre guillemets hors sol, c'est une manière de promouvoir les idéologies populistes. Et je donne un exemple très concret que vous pouvez tester chez vous, quand vous regardez des médias, vous avez des médias qui sont clairement anti-intellectualistes, ou vous avez des journalistes qui clairement invitent ou parlent de scientifiques en disant mais ils n'y connaissent rien à la question de développement durable, ils ne connaissent rien à la question de la transition écologique. Nous, on sait que. Donc en fait, vous avez déjà. Vous vous dites, quand un élève voit cela, quand il écoute cela, comment il peut comprendre, justement, comment il peut se repérer dans cet univers où on perçoit, comme vous le savez bien, la puissance de ce discours qui discrédite tout ce qui est savoir. Et je ne dis pas, évidemment, hein, je ne considère pas que le savoir, les intellectuels sont ceux et celles qui doivent dire ce qu'il faut faire. On est bien d'accord que le savoir se construit aussi dans la confrontation, dans la vérification, et c'est aussi une des missions de l'école que de montrer que la science n'est jamais linéaire et qu'il y a aussi différentes approches, différentes démarches scientifiques. Alors, l'anti-intellectualisme apparaissant comme une extension de la critique du monde savant, on voit bien que, ce qu'on prenait de Larousse, l'anti-intellectualisme, il définit l'anti-intellectualisme de la manière suivante, c'est le refus de reconnaître la prééminence de l'intelligence et la valeur des sciences. Alors, on le voit, comme je disais, dans le climat tout sceptique, on le voit aussi dans les tenants du complotisme, conspirationnisme et ceux qui défendent des vérités alternatives. Et je reprends ici un peu ce que dit un politiste qui a travaillé sur cette question-là, c'est Christian Godin, qui dit finalement le populisme est anti-intellectualiste. Il se méfie du savoir et de la pensée comme d'une peste, il est méfiant vis-à-vis de la science, parce que celle-ci émane des puissants, c'est ce que je vais présenter, et qu'elle sert leurs intérêts. Par conséquent, une des conséquences de l'anti-intellectualisme, c'est le développement et l'essor du relativisme. Quand vous dites le relativisme, comme vous le savez, ça veut dire que tout se vaut. Il n'y a pas une hiérarchie ou une distinction entre ce qui relève d'une science qu'on détermine,
qu'on prouve à travers des tests, à travers des mises à l'épreuve et des croyances, des opinions qui peuvent être véhiculées. Ceci m'amène donc à cette question de la critique des intellectuels, des élites, au fondement d'une critique des intellectuels et des savoirs. Dans toute la rhétorique, si vous voulez, du discours qui essaie d'opposer les élites au peuple, hein, on retrouve des notions comme le bon sens, le sens pratique, la vraie vie. Donc on trouve, si vous voulez, un ensemble d'éléments qui vont être des éléments, si vous voulez, qui flattent aussi un peu l'opinion. Et donc la véritable éducation à l'esprit critique devient nécessaire. C'est pour cela que la question de comprendre pourquoi nous assistons à cet essor du populisme est nécessaire. C'est pour moi l'idée de dire il ne faut pas se contenter, et surtout, d'ailleurs je le souligne à plusieurs reprises, on ne peut pas lutter contre l'anti-intellectualisme qui met à mal l'école par l'indignation morale. Hein, c'est pas en disant c'est pas bien qu'on va y arriver. Hein. Il faut d'abord qu'on comprenne pourquoi on est arrivé là. C'est pour ça qu'il y a aussi une réflexion à faire et à développer sur la notion même d'élite. Donc l'indignation morale ne suffit pas, et d'ailleurs je pense que c'est même contre-productif. Je dis bien l'indignation morale, c'est contre-productif parce que, je donne un exemple que je vois d'ailleurs et que vous avez dû voir, je m'aperçois aujourd'hui, puisque je parle de l'écologie, l'éducation au développement durable, l'éducation à l'écologie et donc la transition écologique, la plupart du temps quand on échange avec des élèves et avec même des adultes, puisque vous savez qu'il y a des formations aussi en entreprise, dans l'administration, à cette sensibilité écologique, ce qui ressort souvent, c'est de dire c'est intéressant, mais c'est culpabilisateur ou culpabilisant. Hein. Donc le risque, c'est quand vous entrez dans la morale, évidemment, ça n'a pas d'intérêt. En tout cas, ça n'est pas ainsi qu'on doit faire de la pédagogie. Ceci pour dire également qu'on a des travaux, je me suis appuyé sur Rosan Vallon quand il dit finalement le populisme, c'est un retournement de la démocratie contre elle-même, et donc interrogeons également la relation entre les élites et ce que j'appelle le risque d'un schisme social. Quand j'avais travaillé, vous l'avez évoqué à Virginie tout à l'heure, effectivement, quand j'avais travaillé sur la fraternité, quand j'avais travaillé sur l'épreuve des incertitudes, ce qui était frappant dans les travaux que j'avais mobilisés, c'est cette question de la défiance qui a émergé. En disant, il y a de la défiance dans la société française, défiance vis-à-vis des institutions, défiance aussi entre les catégories sociales. Et quand vous dites qu'il y a une défiance, il faut aussi qu'on comprenne que cette défiance vient souvent du ressentiment. Elle procède également du fait que parfois les institutions ne tiennent pas leurs promesses, par exemple sur l'égalité des chances. Et elle provient aussi du fait que les institutions, aujourd'hui, parce que nous sommes dans un monde en mutation, ne peuvent plus suffire pour apporter des réponses aux besoins des individus. Il faut imaginer d'autres réponses. Et d'ailleurs, ce que je disais récemment dans une autre intervention, je disais, prenez par exemple, quand on parle de gouvernance du système éducatif, prenez par exemple ce qui s'est mis en place depuis ces dernières années, notre école faisant là ensemble, même quand on prend le pacte aujourd'hui, c'est de dire il faut que les acteurs inventent des réponses. Parce que l'institution instituante ne peut plus définir un horizon, et du coup, elle peut définir des objectifs, mais dire comment il faut faire, c'est aux acteurs de trouver des réponses. Et cette mutation, elle renvoie aussi à une représentation qu'on a pu avoir, c'est-à-dire un État centralisé qui décide de tout, et vous voyez bien toute la difficulté qui s'installe dès lors que l'école doit susciter chez les acteurs qui ne sont pas forcément habitués, qui n'ont pas forcément une culture de la confiance vis-à-vis de l'institution, par exemple la confusion que nous faisons entre évaluation et contrôle, qui est quand même quelque chose d'extrêmement important, et jamais le système éducatif n'a été aussi évalué que depuis ces dernières années. L'auto-évaluation et l'évaluation des établissements en fait partie, ou en font partie. Donc ça veut dire, si vous voulez, cette mutation, elle se fait au fur et à mesure, mais elle induit aussi sans doute des questionnements sur la capacité d'agir que pourraient avoir les acteurs avec les enjeux d'inégalité qu'on peut bien sûr rencontrer.
Alors, cette question des élites, c'était aussi de se demander un peu qu'est-ce qu'on appelle élite. Et en reprenant un peu ce que disait, ce qu'écrit un politiste, Yaxi, qui a beaucoup travaillé sur les élections et sur le vote en France, il prend un petit peu en disant le sens commun défini comme élite, ou élite au pluriel, l'ensemble de ceux qui sont considérés comme les meilleurs d'un groupe, d'une catégorie. Par exemple, on va parler des élites ouvrières dans les secteurs élites ouvrières ou élites sportives. Mais dans un sens plus restreint, c'est celui que j'entends dans mon propos, c'est les personnes évidemment qui occupent les premiers rangs de la société, l'ensemble de ceux qui exercent des pouvoirs importants, élites politiques, économiques, administratives, médiatiques, intellectuelles. Et donc cette notion de sens commun, sur ce qu'on appelle l'élite, c'est aussi de s'interroger sur est-ce que le populisme et l'anti-intellectualisme ne fleurissent pas sur justement une distance, perçue au moins comme telle, qui s'est installée entre ces catégories. Et de ce point de vue, un de ceux qui ont développé cette thèse, que j'ai trouvé intéressant, c'est Christopher Lasch, qui avait écrit un livre sur la révolte des élites, et dans lequel, c'est un sociologue américain, dans lequel évidemment il disait finalement les élites ont un peu ignoré, ont pris des distances vis-à-vis des milieux populaires, pour résumer, et nous avons en France des chercheurs que vous connaissez sans doute, comme Christophe Guilluy ou Jean-Claude Michéa, qui s'inspirent justement de ces travaux de Christopher Lasch. Vous connaissez un peu le travail de Guilluy, il avait écrit Fracture française, où est la France périphérique, et dans lesquels il dit finalement il y a des populations entières qui ne sont plus dans les radars, invisibles, qui sont dans les territoires les plus éloignés, qui ne bénéficient pas de la mondialisation. Et ce sont ces publics-là, ces citoyens-là, qui se retrouvent aussi les plus critiques vis-à-vis des institutions, et ce qui se remarque également à travers le vote ou à travers un certain nombre de manifestations. Donc on peut dire que ce que Christopher Lasch avait observé déjà dans les années 50-60 aux États-Unis a été repris par ses travaux pour interroger justement cette question des inégalités de distance. Et pour cela, évidemment, on peut se poser la question, est-ce que ce schisme social sur fond d'inégalité, j'ai parlé tout à l'heure des ressentiments. Quand vous prenez les enquêtes sur les inégalités, et notamment en matière d'insertion professionnelle, en matière de scolarité, c'est clair, je reprenais un peu l'exemple ce matin, puisque vous parliez effectivement de l'orientation tout à l'heure, vous avez une répartition des élèves qui est socialement différenciée en fonction des filières des formations. C'est quelque chose que nous connaissons depuis longtemps. Ce qui m'amène à dire la chose suivante, ça n'est pas parce qu'on fait des formations, évidemment, qu'il y ait cette répartition, qu'en soi c'est un problème. C'est un problème quand il s'agit de savoir par la suite le devenir. Ce qui importe, et je le rappelle à chaque fois, il n'y a pas un seul modèle de réussite scolaire. Il y a différentes façons de réussir. Pour un élève qui se sent bien là où il est et qui fait un parcours, c'est très bien. C'est pas de dire il faut absolument faire des études longues, sélectives et tout ce qu'on veut. En revanche, quand on s'interroge sur le devenir, par exemple l'insertion professionnelle, une enquête récente de France Stratégie et l'Observatoire des inégalités, qui est quand même très utile quand on observe un peu les devenirs, montre bien que même lorsque vous faites des études longues, certes, il y a moins d'inégalités entre un enfant d'ouvrier et un enfant de cadre au niveau de l'emploi, mais persistent quand même des inégalités. Sortir avec un niveau master, si on est enfant d'ouvrier ou enfant de cadre, le même niveau ne donne pas lieu aux mêmes chances d'occupation d'un emploi de cadre. Mais en revanche, si il a été jusqu'au master l'enfant d'ouvrier d'employé, il a plus de chances évidemment de devenir cadre que si c'était arrêté à Bac plus 2 ou au niveau bac. Donc ça veut dire que le diplôme joue un rôle, mais il n'est pas suffisant. Autrement dit, il y a d'autres dimensions qui interviennent dans l'entrée dans la vie active, et pas seulement le niveau de qualification. Et donc ces écarts aussi conduisent également à cette finalement méfiance vis-à-vis de l'institution. Et quelqu'un comme des économistes comme Yann Algan, qui ont travaillé un peu sur les... Ils ont écrit d'ailleurs un livre aussi sur le populisme électoral. Ils ont travaillé un peu sur... Mais ce sont des économistes. Ils ont montré, c'est un peu leur hypothèse, que la défiance vis-à-vis des institutions est liée, c'est leur hypothèse, à l'existence de corporations en France qui font que chaque corporation veut défendre son précaré. Et donc, du coup, il faut remonter la défiance justement à l'existence de ces corporations. Alors ça leur appartient, mais ça veut dire aussi que pour comprendre cette dimension-là, il faut aussi qu'on s'interroge sur les sentiments d'inégalité
qui touche une partie de la population, et ce sentiment d'inégalité qui est aussi un sentiment d'injustice, les inégalités se transforment en sentiment d'injustice, cela conduit aussi à cette défiance vis-à-vis des institutions. Alors, je passe un peu sur ce point parce que, évidemment, j'ai parlé de la France périphérique, mais il faut savoir, tout à l'heure, quand je parlais des classes moyennes, c'est que dès les années 2000, on voit en France un déclassement qui touche aussi les classes moyennes. Et le déclassement fait que les classes moyennes s'interrogent aussi sur la place de l'école. Si vous prenez par exemple les travaux de Camille Peny, qui a écrit un livre qui s'appelle Le déclassement, il montre qu'à partir des années 2000 en France, on constate de plus en plus d'enfants de milieu cadre qui deviennent ouvriers ou techniciens. Ce qui dit quelque chose sur la promesse institutionnelle, promesse scolaire, d'égalité des chances qui sont interrogées. Alors évidemment, une fois qu'on a fait ce constat et qu'on essaie de comprendre cette distance qui s'est installée avec les élites, et c'est pour cela, tout à l'heure, en guise d'introduction, j'ai évoqué la mixité sociale et scolaire, parce que très vite, vous voyez bien, quand on prend ce sujet-là, il n'y a pas sujet, de mon point de vue, qui illustre aussi bien l'articulation forte entre la question sociale et la question scolaire que la question de la mixité sociale et scolaire à l'école. Pour une raison très simple, c'est qu'on voit que dès que vous parlez de la mixité sociale et scolaire, on voit une tension permanente entre l'intérêt général et les intérêts particuliers. Et si vous utilisez ce modèle de tension permanente entre l'intérêt général et les intérêts particuliers, il y a évidemment, si vous faites l'hypothèse que l'organisation du système scolaire, si elle ne prend pas garde, si vous voulez, à créer justement ce commun et créer prendre en compte évidemment cette diversité, accueillir des élèves différents dans un contexte scolaire, elle peut aussi contribuer à cet essor de l'anti-intellectualisme et de la distance vis-à-vis des savoirs. Donc cette impérieuse nécessité d'une éducation à l'esprit clair et critique, là on le voit avec le succès évidemment des idées populistes, je l'ai dit tout à l'heure, qui vont d'ailleurs de pair avec l'existence des incertitudes, et de ce point de vue, c'est la crise du rapport à la vérité qui interroge. Crise du rapport à la vérité ou la menace de la barbarie qui interroge le rapport au savoir chez les élèves. J'ai repris ici, alors c'est intéressant parce que je retrouve un peu des noms, parce que j'ai eu l'occasion de parler des travaux avec Charlot, puis je lui rends hommage puisque c'était mon premier directeur de thèse. C'était effectivement il a écrit un texte que je trouve extrêmement intéressant sur la crise du rapport au savoir, crise du rapport à la vérité. Il est parti évidemment comme récemment, comme un certain nombre de chercheurs, il est parti évidemment de ces mouvements qu'on peut voir. Alors il est parti de la situation au Brésil à l'époque, il vit au Brésil aujourd'hui, et il est parti aussi de Donald Trump, le Capitole que j'ai évoqué tout à l'heure, en disant finalement, que peut penser un élève quand il voit un dirigeant avoir un discours comme ça vis-à-vis des institutions? Je mets à la base d'un prof américain qui va avoir des élèves en leur disant il faut croire dans les institutions, être citoyen, etc. Et on a un contre-exemple, en fait, il part un peu de là-dessus. Et à partir de là, il interroge cette notion de post-vérité. Et pour lui, ça n'est pas de la post-vérité, c'est du négationnisme. Parce que les théories complotistes, les théories conspirationnistes ont leur propre vérité. Donc, il considère que la notion de post-vérité n'a pas de sens, je développe un peu quelques éléments ici, n'a pas de sens, c'est plutôt que les individus ont leur propre vérité. Et pour s'en rendre compte, on va prendre un exemple qui est celui du vaccin, par exemple. Le vaccin, voilà. C'était un épisode qu'on a connu récemment, et tout le monde sait, dit-il, que les vaccins, historiquement, il ne parle pas du dernier vaccin du Covid, mais des vaccins qu'on a pu avoir contre la peste, choléra, etc. Tout le monde sait que ces vaccins sont utiles. Mais tout le monde n'en est pas convaincu. Enfin, une bonne partie, on est convaincu, mais pas tout le monde. Et l'exemple aussi, c'est de dire, de toute façon, un vaccin n'est jamais, l'efficacité d'un vaccin n'est jamais garantie à 100%. Celui qui va essayer de critiquer et montrer finalement l'inefficacité du vaccin, sa dangerosité, il va surtout insister sur les cas mortels qui existent malheureusement, ou les situations qui se compliquent au niveau de la santé. Et donc à partir de là, en insistant sur ce qui ne va pas,
il va produire une théorie qui va essayer de finalement rallier tous ceux qui sont sceptiques vis-à-vis de la vaccination. Et c'est intéressant parce que, bien sûr, ce sont des biais cognitifs, pas un terme de la psychologie, mais je trouve intéressant les travaux de Gerhard Bronner, que vous connaissez peut-être, qui a écrit sur la société, ce qu'il appelle finalement l'incrédulité, en disant finalement, il travaille un peu sur les biais cognitifs. C'est un sociologue, et il utilise justement les apports de la psychologie cognitive, des biais pour essayer de comprendre pourquoi les individus adhèrent à des thèses. Et donc ça peut être très très convaincant. Ça veut dire qu'il faut aussi travailler sur la rationalité. Quand nous percevons comme irrationnel, c'est rationnel du point de vue des individus. Donc c'est intéressant de voir comment ces thèses évidemment prennent le pas. Et donc il utilise cette notion de négationnisme qui saisit l'opportunité pour surestimer évidemment les risques au détriment des bénéfices. Et bien évidemment, ce sont sur ces fragilités démocratiques et que prospèrent le relativisme et les idées, comme je le disais tout à l'heure, les idées complotistes. Donc je passe un peu sur le point sur la contre-vérité pour revenir à mon propos, qui est celui de l'éducation à l'esprit éclairé et critique. Comment? Pourquoi? Je pars un peu de l'idée, évidemment, que nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, héritiers des Lumières. Et c'est vrai que quand un professeur d'histoire-géographie, qui m'a raconté un jour avoir dit à un élève de 4e, qui posait beaucoup de questions, un élève posait beaucoup de questions, à chaque fois, il lui dit à un moment, bon, tu sais bien, j'ai un programme, il faut quand même que j'avance. Si tu veux aller plus loin, tu peux aller au CDI, tu peux emprunter des livres, tu peux approfondir tes connaissances, éventuellement tu vas sur Wikipédia, et tu vas avoir aussi des informations. Et je lui ai dit ça parce que bon. Et l'élève me regarde en disant, mais monsieur, sur Wikipédia, n'importe qui peut écrire. Bon, il se trouve que c'était un... Alors je lui dis, mais c'est un élève... Il dit, oui, ben, je le connais bien, c'est un élève très intéressé, très motivé. En plus, il est fils d'enseignant. Donc voilà, c'est un peu le capital, si vous voulez, culturel. Donc ça joue. Autrement dit, comment l'élève construit une posture déjà éclairée vis-à-vis de la source d'information. Et qu'une information qui circule, il faut se poser la question d'où est-ce qu'elle vient, comment elle provient. Ce n'est pas un exercice naturel. Ça demande évidemment des capacités de discernement et ça demande, comme vous le savez, capacité à mettre à distance justement les idées reçues ou les préjugés. Par conséquent, ça demande aussi la maîtrise de savoir. Ça demande la maîtrise de connaissances, répertoire donc de ces savoirs, avant de pouvoir juger, de construire ce rapport donc réflexif ou réfléchi au monde. Et la critique, évidemment, n'est pas l'esprit critique. Je reprends par exemple ici, alors bien sûr il ne s'agit pas de faire du Karl Popper avec des élèves ou du bachelor, pour dire finalement comment on construit une pensée scientifique, mais les élèves dès le jeune âge, ils savent faire aussi une démonstration, ils savent aussi comprendre qu'il y a loin entre une idée qu'on démontre à travers l'expérience et une idée entre guillemets farfelue, donc qui peut être venue du ciel sans véritable preuve, sans véritable justification. Et donc la sensibilisation à l'esprit critique se passe aussi par la démarche scientifique. On peut aussi penser que une des manières de construire justement une pensée éclairée, c'est d'organiser des débats, favoriser aussi l'engagement des élèves. Une des interrogations d'ailleurs, c'est la prise de parole et qu'est-ce que nous faisons de la parole des élèves. C'est un vrai sujet qui d'ailleurs a été l'objet d'un colloque qui s'est organisé par l'Association française des administrateurs de l'éducation. Et on peut aussi considérer que, bien sûr, l'idée, ça n'est pas de dire que l'école peut tout faire, mais elle peut, à son niveau, réinterroger cette crise du rapport à la vérité chez les élèves, dont se nourrit évidemment le populisme et dont se nourrit aussi cet anti-intellectualisme. Alors, avant de conclure mon intervention, je vais partir aussi de ce qui m'intéresse, ce qui me semble important aujourd'hui, c'est cette idée de construire un nouveau récit pour l'école. Alors j'en avais parlé quand j'avais évoqué la fraternité, vivre et faire et apprendre ensemble, mais j'y reviens aujourd'hui parce que je trouve que éduquer et former les futurs citoyens, c'est aussi réenchanter les savoirs scolaires. Cette notion de réenchantement, je l'utilise parce que je trouve qu'elle a une bonne place, elle devrait figurer en bonne place dans ce que l'école doit pouvoir faire, comme montrer aux élèves que les savoirs ont une saveur, que les savoirs ouvrent sur l'inédit, que les savoirs instruisent, informent, mais aussi permettent
à l'individu de construire une pensée. Et donc, autour de cette notion de réenchantement, il faut aussi qu'il y ait un récit. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on sait que l'école, bien sûr, elle est aussi prise, comme je disais tout à l'heure, par le tourbillon des événements, des problèmes, différentes problématiques sociales, personnelles, etc. Mais cette difficulté devient d'autant plus pesante que nous sommes dans un monde, évidemment, qui change très très vite. Et donc la question, c'est comment on peut faire des incertitudes, justement un appui, pour pouvoir faire avancer, pour pouvoir, évidemment, ne pas inscrire les nouvelles générations dans une sorte de peur de l'avenir. Parce que, comme vous savez, quand on interroge les jeunes en France, ils ont très peur de l'avenir. Clairement, ils sont beaucoup plus inquiets que les générations antérieures. Et dans un climat, si vous voulez, qui parle beaucoup du négatif, sans qu'on interroge le positif, incontestablement, quand je parle de récit, ça veut dire qu'il faut donner du sens. Il faut que l'école puisse ouvrir sur le monde de demain, en mettant en dialogue l'expérience des élèves avec l'expérience et l'accès au savoir. Et donc, pour ce nouveau récit, c'est la question du réenchantement. La notion de réenchantement, c'est une notion que j'utilise à bon escient parce que pour ceux et celles qui s'en rappellent, qui ont eu un petit peu de culture sociologique, la notion c'est Max Weber avait utilisé effectivement la notion de désenchantement du monde. Max Weber a écrit, c'était un sociologue allemand, il avait utilisé cette notion de désenchantement. Pourquoi? Parce qu'il avait vu, c'était déjà très visionnaire à la fin du XIXe siècle, il avait vu que les savoirs, la science progresse, mais en même temps qu'elle progresse, elle n'apporte pas toutes les réponses à ce que l'humanité attend. Et que souvent, dans d'autres types de pensées, qui peuvent être des croyances religieuses, des croyances un peu superstitieuses, etc., il y a des réponses à des questions, même si ce ne sont pas des réponses scientifiques, mais qui apportent une satisfaction intellectuelle, quand la science n'apporte pas. Et donc le terme qu'il utilise, c'est le désenchantement du monde. C'est un rapport, si vous voulez, qui devient un peu moins magique. Eh bien, moi je fais l'hypothèse qu'on peut aussi inversement considérer que le savoir peut être réenchanté, l'école doit être réenchantée par l'art, par la culture, montrer aussi aux élèves qu'ils apprennent autre chose à l'école que ce qu'ils apprennent dans la vie. Et ça ne veut pas dire qu'on doit ignorer, évidemment, ce qu'ils apprennent dans la vie, puisque l'enjeu, c'est aussi de développer cette réflexion qui assure aussi l'émancipation. Je reviens à mon exemple de débat. Quand on dit le bon sens, quand on dit il faut simplement s'adapter au public et s'adapter aux attentes du public, il n'y a rien de pire que ce type de démarche. Parce que si vous le faites, vous reproduisez les inégalités, vous n'ouvrez pas les jeunes sur de l'inédit, et vous ne travaillez pas justement à cette question de l'émancipation qui est le fait de se libérer des différents déterminismes. Alors c'est pour cela que quand on parle de réenchantement, évidemment il faut qu'on s'en donne les moyens, et pour s'en donner les moyens, ça va être un peu mon dernier point, sur prévenir l'anti-intellectualisme en créant du commun. Voilà, c'est un peu l'hypothèse que je livre, et encore une fois, comme je l'ai dit, tout ne se joue pas à l'école, il n'y a pas que l'école, mais à son niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand vous mettez un élève de milieu modeste, ou un élève d'une autre culture un peu différente, avec d'autres élèves d'une autre culture, vous créez du commun. Vous créez aussi les conditions pour que les élèves apprennent des autres, qu'il y ait moins de méfiance, qu'il y ait moins, si vous voulez, de distance. Et combien de fois j'ai rencontré des élèves, évidemment, quand j'avais travaillé sur les étudiants, ils étaient passés, ils étaient modestes, ils ont fait des études, ils sont passés par différentes formations, ils apprennent tout autant sur eux que sur les autres, quand ils sont avec d'autres venus de mondes différents. Et cette dimension, si vous voulez, elle est aussi au cœur d'une réflexion qu'on devrait avoir pour créer du commun, il faut faire vivre des expériences. J'avais travaillé sur l'orientation il y a déjà longtemps, et je voyais bien, comme beaucoup d'entre vous, que le contexte crée l'ambition. Il y a l'ambition des élèves, l'ambition. L'ambition ne se décrète pas. Si vous ne faites pas vivre des expériences au public, il est difficile de construire l'ambition. Et donc je découvre que, évidemment, la relation aux autres, c'est quelque chose qui m'ouvre des horizons. Il y a un livre récent qui a été écrit par Bernard Lahire, qui a été dirigé par Bernard Lahire, qui est vraiment un livre très parlant. Il fait 1,6 kg quand on peut peser.
plusieurs vagues. Mais Nahir nous a habitués à ces écrits assez denses, mais passionnants. Ça s'appelle Enfance de classe. Et il a cette phrase qui consiste à dire les enfants vivent dans la même société, mais n'habitent pas le même monde. Et c'est vrai, c'est-à-dire que si vous créez ce schisme social dont je parlais tout à l'heure, ces séparations des élèves en fonction des territoires, en fonction de l'origine, etc., milieu populaire, bon, je parlais évidemment des enquêtes, et sachez aussi, puisque je n'ai pas eu le temps de développer, que quand on fait des enquêtes sur la mixité sociale et scolaire dans les établissements aujourd'hui en France, il ne faut jamais oublier que la ségrégation, terme d'ailleurs utilisé aussi par l'ADEPE, la ségrégation inter-établissement, elle n'est pas aussi forte que la ségrégation intra-établissement. C'est-à-dire que l'organisation des classes continue à fonctionner comme étant une organisation qui sépare, qui crée évidemment des différences et qui peut aussi générer justement des tensions. Et on sait combien les élèves peuvent être aussi très marqués par un regard institutionnel, un regard de l'école. Quand on dit de l'estime de soi, par exemple, rien que puisque votre association travaille sur l'accompagnement des vulnérabilités d'élèves ou de jeunes qui peuvent être en difficulté, même dans l'approche institutionnelle, on sait aussi combien, ce qui est assez marquant, c'est que les élèves qui ont connu des difficultés scolaires se décrivent davantage scolairement que les autres. C'est quand même un sujet de dire comment l'école marque les individus. Et donc, ces soins, comme je n'ai pas le temps de développer, évidemment, sur la mixité sociale, ça veut dire qu'il faut une volonté politique, il faut aussi qu'il y ait un travail qui interroge aussi un certain nombre de modalités de régulation. Je m'appuie évidemment, je ne dis pas des choses révolutionnaires, je reprends juste ce qu'a dit la Cour des comptes, et je reprends aussi ce qui a été dit par le dernier rapport de la... Il y a un rapport, si vous voulez, qui a été mis en ligne par l'Assemblée nationale, la Commission culture, la Commission des affaires culturelles, qui porte pas directement sur la mixité sociale, mais qui porte sur le financement de l'enseignement privé. Et qui dit, évidemment, il faut que tout le monde joue le jeu pour, justement, tenir compte de cette diversité, prendre en compte l'ensemble des élèves et créer donc cette mixité sociale. Donc, par définition, évidemment, vous l'avez bien compris, et en ayant tracé à grands traits un certain nombre de points, je dirais qu'en conclusion, l'idée, eh bien, ici, c'est au fond, est-ce que cette école, dont nous, je dirais pas dont nous rêvons, est-ce que c'est une école qui accorde une place à chacun? Est-ce que c'est une école qui fait grandir? Je rappelle quand même que l'éducation, éduquer, c'est faire grandir. Et donc, pour faire grandir, il faut faire grandir intellectuellement. Et comme je disais ce matin, parce que c'était une intervention sur comment prendre en compte la singularité de chaque élève dans un système massifié, je disais un peu ce matin sur la question de la prise en compte des singularités des élèves, il faut sans doute qu'on interroge aussi comment l'école peut devenir un univers capacitant. C'est pour ça un univers capacitant autour de développement du pouvoir d'agir et de développement justement chez les élèves, futurs citoyens, d'un rapport serein aux institutions, qui ne veut pas dire un rapport soumis aux institutions. On est bien d'accord. Voilà, je termine là-dessus pour qu'on puisse avoir un échange. J'espère avoir tenu un petit peu dans le temps, mais pour aller un petit peu vite. Merci à vous. Du coup, j'ouvre avec deux questions et après, si vous en avez... Moi, j'en ai 12. Donc, voilà. Je vais commencer par une question relative à ce que vous avez dit au début sur le populisme. Ce que je vous propose, c'est de vous poser déjà cette première question, et puis après, une fois que vous aurez répondu, si vous avez envie, je vous poserai la deuxième. Dans le livre, vous dites que le populisme, c'est une rhétorique et pas vraiment une idéologie. Et je me suis demandé deux choses. D'une part, est-ce que c'est pas pour ça que c'est très séduisant? Et d'autre part, est-ce que c'est pas aussi pour ça que ça le rend assez difficile à enrayer? Voilà, donc ça c'est ma première question. Oui, oui. Alors, vous avez raison. En fait, au départ, en tout cas sur la notion d'idéologie, au départ, je pensais que c'était une idéologie. C'est-à-dire, finalement, un corpus d'idées organisées
qui ont un fondement théorique, qui ont une figure centrale quand on parle d'idéologie. C'est-à-dire que vous allez avoir des grandes symboliques qui nourrissent un discours. Hein. Si on dit par exemple l'idéologie marxiste, si on prend un peu ce modèle, vous avez la lutte des classes, théorie de la valeur, etc. Là, c'est beaucoup plus subtil. C'est-à-dire que dès lors que vous parlez de peuple, vous pouvez utiliser le terme de peuple en naviguant sur plusieurs registres. Hein. Vous pouvez avoir un peuple défini comme une ethnie, un peuple défini comme une classe, un peuple défini comme une nation. Et donc, en fait, il y a une variabilité de considérations qui font qu'il n'y a pas un noyau structuré. Hein. Alors, c'est pour ça, par exemple, quelqu'un comme Gaudin, que j'ai cité tout à l'heure, dit finalement c'est une idéologie mince. Et donc, par rapport à votre question, ça permet aussi de séduire. Parce que c'est plus, si vous voulez, dans le contexte d'aujourd'hui, on sait qu'il y a un déclin, d'une certaine manière, un déclin du militantisme politique ou idéologique, on le sait depuis plusieurs années. Beaucoup de catégories populaires favorisent. Alors, ça ne se présente pas de la même manière. Quand je dis catégorie populaire, il y a eu, on sait, il y a eu toute une histoire du PCF en France, une histoire aussi, alors d'autres partis politiques qui ont pu séduire. Mais on constate à partir du milieu des années 80, début des années 90, une distance vis-à-vis des partis politiques. Et donc, ce que le populisme, ce qui lui permet aussi de séduire, c'est qu'il apparaît souvent comme étant anti-système. Ça veut dire le parti laisse un peu plus de place à des héros. Et c'est un peu le point commun qu'on peut retrouver entre des différents discours populistes. Merci. Et du coup, il y a des gens qui ont des questions déjà ou pas? Ok, donc ma deuxième question. Vous montrez assez bien dans votre dernier chapitre que malgré en effet un certain nombre d'efforts faits, la ségrégation reste assez présente en ce qui concerne les établissements scolaires, aussi bien inter que intra. Et en fait, je me suis demandé, c'est pas juste comment est-ce qu'on met en place de la mixité. Je me suis demandé dans quelle mesure, et c'est pas du tout une attaque, dans quelle mesure c'était légitime de le voir comme seule solution, au sens où vous mentionnez, je crois que c'est au chapitre 2 ou 3, je sais plus, le plan Borloo 2018. Et en fait, alors je sais pas si vous vous souvenez du plan Borloo 2018, mais en gros ça montre que précisément en termes de politique de la ville, en appeler à la mixité, c'est-à-dire supposer qu'il suffit de mettre les gens les uns avec les autres pour que d'un coup ils se mettent à faire commun, ça ne marche pas en fait. Et donc je me suis demandé si, du point de vue de l'école, en appeler à la mixité, du coup, ça pouvait être une réponse nécessaire certes, mais suffisante. Et si non, c'est-à-dire si c'est nécessaire mais pas suffisant, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer en plus? Donc je repose ma question pour qu'elle soit claire. Je pense que déjà la mixité c'est pas facile à mettre en place, et ça c'est ce que vous avez montré, à cause du fait que ça y continue à y avoir des ségrégations. Et deuxièmement, même si c'était le cas, est-ce que ce serait suffisant, étant donné que dans d'autres domaines, on a l'impression que ça ne marche pas complètement? C'était clair? Oui, c'est très clair. Je pense que là vous posez en fait une question qui interroge un impensé quand on parle de la mixité sociale et scolaire. C'est la pédagogie de la mixité. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas effectivement de mettre ensemble des élèves de différents niveaux, de différents niveaux qui ont un rapport au savoir un peu différent pour que la mixité prenne. Hein. C'est-à-dire qu'il faut aussi la pédagogie de la mixité. Et ça me permet de préciser aussi que quand on parle de mixité sociale, il faut systématiquement parler de mixité scolaire. Pourquoi ? Parce que quand on parle de mixité sociale, la mixité sociale, c'est en gros le fait d'avoir des élèves issus de différentes catégories sociales. Mettons, on va prendre l'IPS comme indicateur, une disposition sociale qui permet effectivement de dire on a tant d'enfants d'ouvriers, tant d'enfants de cadres, tant d'enfants d'employés, d'inactifs, etc. Or, derrière la mixité sociale, il peut y avoir une redoutable ségrégation. Exemple, il peut y avoir des établissements scolaires qui brandissent l'idée que finalement ils ont un taux de boursiers de 30 à 35%, et donc on peut se dire, évidemment c'est super, là ils ont accueilli des élèves qui sont issus de milieux moins favorisés. Sauf que s'ils ne prennent que les meilleurs venant d'autres établissements scolaires, la mixité sociale apparente,
elle ne rend pas service à la mixité scolaire. Elle ne rend pas service aux autres. Et donc la question qui se pose, c'est systématiquement de penser mixité sociale, mixité scolaire. Alors on sait d'ailleurs que quand on dit mixité sociale, scolaire, évidemment, la répartition des catégories sociales en termes de réussite, on le sait, hein, il y a effectivement une corrélation très forte, mais c'est un élément important. Du coup, et je l'évoque un peu, hein, cette idée, quand on veut promouvoir la mixité sociale et scolaire, il faut agir sur la qualité de l'éducation, hein, la qualité de l'offre évidemment, parce que c'est important, et c'est vrai que Bourdubé l'avait écrit, hein, quand il dit la préférence pour l'inégalité, hein, c'est une manière de dire que tout le monde est pour l'égalité en France, depuis Tocqueville, quand il parlait de la passion pour l'égalité, mais dès qu'il s'agit de ses propres enfants, c'est une autre affaire. Et donc pour pouvoir lutter contre favoriser justement cette cohérence entre intérêt général et les intérêts particuliers, la qualité de l'offre. Et encore une fois, je ne considère pas que la qualité de l'offre d'éducation, c'est juste une question de réussite scolaire, c'est juste une question de résultat scolaire, c'est une question aussi de bien-être, hein, c'est aussi une question de bien se sentir là où on est, parce qu'il y a aussi, y compris on n'en parle pas beaucoup, mais vous le connaissez bien, puisque c'est le travail que vous menez, il y a aussi de la souffrance, y compris quand il y a de la réussite scolaire. C'est une question de comment on travaille sereinement à installer un rapport apaisé aux apprentissages. Et donc la question, effectivement, c'est d'agir aussi sur la qualité. Deuxième point, c'est d'agir aussi sur une partie des enseignants. Pas tous, mais une partie des enseignants. Tous ne sont pas convaincus de la question de la mixité sociale et scolaire. Hein, je ne vais pas citer le nom de la rectrice, échangé il n'y a pas longtemps, qui me disait mais j'ai un problème, c'est que quand je vais dans des établissements, il y a des profs qui me disent finalement, non, vous comprenez, c'est quand même mieux voilà, qu'on ait évidemment des groupes séparés, des classes séparées, etc. Donc ça veut dire que, et c'est un sujet important, puisque, et on le dit, on a bien aujourd'hui, avec la mise en place notamment des groupes de besoins, il y a aussi cette idée de raisonner aussi en termes de continuum. Si on ne raisonne pas en termes de continuum, on renforce les difficultés. Et ça va être un enjeu. Évidemment, je le disais ce matin, il faut observer aussi ce qui va se passer sur le terrain pour éviter justement à ce que ce soit contre-productif. Troisième point, et c'est pour ça que vous parlez de Borloo, parce que le rapport Borloo 2018, il montrait bien qu'il y a une concentration de 10 millions d'habitants en France qui vivent dans des conditions sociales et économiques très très défavorables, et que cela conduit aussi un peu en lien avec le ressentiment évoqué tout à l'heure, et ça veut dire qu'il y a une question sur la politique de la ville, sur la mixité sociale. Hein, voilà. Et le dernier point, c'est bien sûr le lien entre l'enseignement privé et l'enseignement public. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du rapport de la Cour des comptes, qui est très très intéressant, et d'ailleurs il y a suscité beaucoup de réactions de la part des personnels pour dire voilà, quel type de justice nous voulons, quel type de société nous voulons. Moi, je m'interrogeais par rapport à ce que vous disiez sur le réenchantement des savoirs. Et je me posais la question pour plein d'élèves qui ont un rapport vachement distant à l'école, qui pour eux c'est vraiment juste l'endroit où ils vont se faire, ils vont pas bien se sentir, où ils vont être bloqués entre 9h et 18h. Moi, je m'interroge par rapport à la place qu'on pourrait avoir, par exemple, comme des matières comme les maths qui peuvent être très conflictuelles par rapport à plein d'élèves qui se disent juste non, je suis nul en maths, mais du coup, ils doivent quand même y passer 5 heures par semaine. Est-ce qu'on ne pourrait pas, je sais pas, réorganiser l'organisation des heures en fait des élèves et de, je sais pas, mettre plus de place à l'éducation civique ou peut-être juste à comment analyser des discours qui sont bien construits rhétoriquement. Enfin, il y aurait plein de trucs à aller chercher là-dedans et voilà, je me demandais quel était l'avis de vous ainsi que de la salle par rapport à ça. Oui, alors là, en fait, il y a plusieurs questions dans votre question. Il y a une première question, c'est au fond, quelle est la nature des savoirs qu'on enseigne à l'école? Comment ils sont sélectionnés, comment ils sont enseignés, etc. Et c'est vrai que, bien sûr, il y a même si on dit évidemment toutes les matières se valent, toutes les matières sont importantes, il y a aussi une hiérarchie pas des disciplines, mais en termes de temps. Ça veut dire qu'on reconnaît évidemment que les mathématiques ou le français sont importants. Moi, je crois que la question, c'est pas seulement... On peut imaginer un système comme le système britannique où c'est un peu à la carte.
ce qui un petit peu s'est développé un peu avec la réforme du lycée en France, hein, avec l'enseignement de spécialité. La question, c'est, si vous voulez, c'est de savoir sur quoi ça débouche par la suite. C'est toujours le même problème. C'est-à-dire si je fais, et après tout, il y a effectivement l'enseignement des fondamentaux, l'école du socle permet aux élèves d'avoir des bagages qui leur permettent par la suite de choisir ce qu'ils veulent faire. Ça peut être plutôt intéressant. Je dirais que l'enjeu pour moi, c'est surtout la pédagogie. C'est-à-dire comment faire pour intéresser. Hein, la question du sens, c'est vraiment comment faire pour intéresser les élèves. J'ai toujours trouvé intéressant d'aller voir ce qui se passe en lycée professionnel, où des élèves étaient fâchés, comme ils disent, avec entre autres les mathématiques, bon, certains d'entre eux, et qui découvrent qu'ils sont capables de réussir là où ils pensent avoir échoué au collège. Et on s'aperçoit que c'est les méthodes qui entrent en compte, hein, la pédagogie qui est en jeu. Et de ce point de vue, je pense que c'est une manière aussi de rappeler, et c'est bien que vous posiez la question, c'est qu'en fait souvent en France, quand on fait des comparaisons avec les autres pays, c'est en France que les élèves ont le plus grand nombre d'heures de cours. Ce qui veut dire que le problème n'est pas en termes d'heures de cours, c'est le problème des choix pédagogiques que nous faisons. Et je sais que, par exemple en mathématiques, mais aussi dans les autres disciplines, il y a une vraie préoccupation sur justement la question de la pédagogie, de la didactique, de l'évaluation. Et en mathématiques, par exemple, il y a un mouvement que vous connaissez peut-être, c'est le mouvement de lutte contre la constante macabre, qui tient un colloque tous les ans, mais j'ai eu l'occasion d'y intervenir il n'y a pas longtemps. Et en fait, je m'aperçois que c'est parti justement d'une réflexion sur l'enseignement des mathématiques. En fait, dans l'auditoire, on a tous les enseignants des autres disciplines. C'est-à-dire que les maths, comme les mathématiques, ne sont que le révélateur, si vous voulez, de préoccupations qu'on retrouve aussi dans les autres disciplines. Mais il est vrai, et vous avez raison, que les enfants, dès la 6e, moi je me souviens, je disais un jour, mon fils cadet qui me dit finalement la technologie c'est pas très important au collège. Je lui dis pourquoi tu me dis ça? Et en fait il me dit parce que j'ai vu aujourd'hui, c'était la semaine de rentrée, quand même qu'on faisait qu'une heure par rapport à d'autres disciplines. Donc il voyait bien, comme d'autres élèves, que le temps consacré est aussi une manière de dire qu'il y a des matières qui sont plus importantes que d'autres. Ce qui est un petit peu paradoxal. Et combien de fois dans le conseil de classe on se tourne vers l'élève en disant dis donc tu sais que tu dois travailler toutes les matières et l'élève il devient aussi stratège. Ouais. Oui. J'ai une question, peut-être deux questions qui seraient en rebond à la première question de ma collègue et puis la seconde. À propos du populisme, j'ai apprécié dans votre exposé le fait que vous retourniez au sens précis, voire à l'étymologie des mots, et ce qui me semble quelque part fondamental dans une démarche humaniste, justement. Et la première des questions qui me vient en lien avec la question de Marie-Camille, c'est est-ce que le populisme, justement, n'est pas séduisant et dangereux parce que dans sa rhétorique, justement, il entretient un sémantisme flou, c'est-à-dire qu'il fait en sorte, justement, lui-même de ne pas se définir, de ne pas se présenter, comme vous l'avez montré, avec toutes les nuances qu'il peut y avoir. Ça, c'est la première partie de ma question, enfin, la première question. Et la deuxième, pour rebondir avec ce que vous venez de dire aussi, est-ce que, une des manières, en plus de la mixité sociale, une des manières de travailler à rétablir, à réévaluer le réenchantement, alors là je parle aussi par expérience, je suis prof de lettres, mais le réenchantement et peut-être l'accès à un réenchantement peut-être de toutes les matières, c'est de réintroduire ou d'insister de plus en plus sur l'apprentissage de la langue et de la spécificité du vocabulaire dans tous les domaines. Parce que la notion d'inversion ou de vecteur, ce n'est pas la même chose en maths que ça peut l'être dans d'autres domaines qu'on peut employer. On peut employer le terme de vecteur dans des sciences humaines et ça n'a pas le même sens, etc. Voilà, c'est deux questions. Oui, alors je vais partir de votre deuxième question. En fait, quand il y a eu, vous vous en souvenez, quand il y a eu l'école du socle des langages pour apprendre, c'était un des objectifs pour dire effectivement que la langue et les langages disciplinaires, ça permet aussi d'aider les élèves à se positionner par rapport à différents registres. Et si on utilise le mot vecteur en littérature, on peut s'exprimer par rapport au vecteur en mathématiques, ça ne renvoie pas exactement à la même chose, comme quand on utilise le terme de centre en géographie, ce n'est pas le même sens que le centre en mathématiques.
Et votre deuxième question n'est pas très éloignée de la première finalement, pour une raison très simple, c'est que, en principe, le savoir scolaire, ça doit construire un rapport réflexif au monde, et pas un rapport strictement pratique au monde. Et quand vous prenez les travaux de Bernard Lahire que j'ai évoqués tout à l'heure, la thèse de Lahire, vous la connaissez sans doute, c'était le livre, la thèse c'était Culture écrite et inégalité scolaire à l'école primaire. Il avait observé un certain nombre de pratiques pédagogiques dans l'école primaire, comment les enfants entrent dans la langue, comment ils acquièrent justement des compétences langagières qui amènent à ceux qui réussissent à considérer que la langue, elle a ses propres spécificités, et notamment la langue scolaire, par rapport au langage courant. Et c'était extraordinaire parce qu'il montrait bien que les élèves qui ont des difficultés de l'apprentissage de la lecture-écriture sont ceux qui ont un rapport pratique au monde, et il appelle ça le rapport oral-pratique au monde. C'est-à-dire dès l'enfance, dès la maternelle, enfin surtout au CP, le rapport au langage est extrêmement déterminant. Alors du coup, ça amène aussi à se dire, alors, par exemple, c'est toujours important de rappeler que nous avons quand même, pour moi c'est aussi une interrogation, nous avons aussi toute une littérature qui montre aussi que la dimension du rapport à la langue est une dimension anthropologique. Hein, parce que rentrer dans la culture écrite suppose de la part de l'élève de maîtriser justement les spécificités de la grammaire qui permettent aussi d'adapter, mais ça renvoie, c'est pour ça que votre question initiale est en lien, ça renvoie aussi à des rapports de pouvoir. Et je trouve, par exemple, ce qu'avait dit, alors il y a un linguiste qui avait travaillé un peu sur le rapport à la langue, qui est d'ailleurs convoqué aujourd'hui quand on travaille sur la réussite scolaire, c'est Basil Bernstein. Et Basil Bernstein avait écrit un livre qui s'appelle Langage et classe sociale, dans lequel il montrait que les enfants de milieux favorisés disposent d'un code linguistique élaboré qui leur permet de s'adapter à différentes situations, de sorte que lorsqu'ils deviennent adultes, ils maîtrisent aussi les relations de communication, et donc qui sont aussi des relations de pouvoir. Et ça, c'est extraordinaire. Ça montre aussi que l'école, à son niveau, bien sûr, ça demande du temps, cette capacité qu'on a à amener les élèves et les enfants à construire un rapport réflexif au monde, c'est un enjeu majeur. Et c'est pour cela que, parfois, j'étais un peu critique vis-à-vis d'un certain nombre de projets, quand on dit qu'il faut intéresser les élèves par l'action, par des sorties, il faut aussi qu'on puisse les élever à travers cette capacité à mettre à distance le monde. Ce que le populisme, justement, n'apprécie pas beaucoup. Parce que la capacité à mettre à distance, ça veut dire aussi développer un esprit critique qui peut être contre-productif vis-à-vis d'une idéologie mince, comme on disait tout à l'heure. Et là, de ce point de vue, c'est vrai que la séduction que le populisme peut exercer, ça me fait penser à ce que disait Tocqueville. Tocqueville avait une phrase, je ne la reproduis pas telle qu'elle, mais il disait en gros, une idée simple et fausse a plus de chances d'être reçue qu'une idée complexe et vraie. Mais c'est un vrai sujet. Il va nous rester le temps pour peut-être 2 questions. Vas-y. Moi, c'est juste pour rebondir sur ce que vous dites. En effet, moi, je suis professeure en lycée professionnel. Et une des choses que j'observe, effectivement, c'est bien cette question, pour rebondir aussi sur ce que disait mon collègue, de la langue et de la maîtrise de la langue. Et là, on est au cœur de cette question de populisme, parce qu'en fait, les mots qui échappent, c'est les mots de l'autre, c'est les mots de l'institution, c'est les mots des intellectuels, c'est les mots des historiens. Et aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel on simplifie au maximum, et nos élèves sont habitués à une pensée simplifiée. Et le vocabulaire, le lexique qui échappe à nos élèves, alors moi ils sont grands quand ils arrivent là, rattraper tout ce vocabulaire qui leur manque. Et la lecture, ne serait-ce que l'accès à un texte simple, on s'aperçoit, on en discute avec des collègues, que le problème majeur de nos élèves, c'est qu'ils ne lisent même pas un texte sur 5 lignes, parce qu'on s'aperçoit que sur 5 lignes, il y a déjà 10 mots qu'ils ne comprennent pas. Et qu'ils n'accèdent à aucune pensée complexe, et que vraiment la question, pour avoir discuté par exemple du problème israélo-palestinien avec un jeune très intéressé et très intéressant là ces derniers jours, ce garçon est capable d'élaborer, il est en 3e, une pensée complexe parce que chez lui, il a accès à une langue complexe et les mots ont un sens. Et on a beaucoup de jeunes pour lesquels ces mots n'ont plus de sens ou n'ont jamais eu de sens et ils n'ont pas eu vraiment accès
à une multitude de mots. Et je pense que pour moi, en tous les cas, c'est un des problèmes essentiels. Et la mixité est très importante là-dedans d'ailleurs. C'est très juste ce que vous dites. Alors, effectivement, on parle du principe, et c'est quand même fondamental que tous les individus sont éducables. Et l'exemple, quand j'ai évoqué tout à l'heure le lycée professionnel, j'aurais pu aussi évoquer l'exemple de la formation des adultes. Quand vous intervenez dans les cours du soir, ce que j'ai fait pendant plusieurs années, avec des adultes qui étaient en difficulté, c'est comme ça qu'ils se présentaient à l'école, ils découvrent tout d'un coup le sens. Ils découvrent qu'on est capable d'eux, parce qu'il y a eu un temps aussi, parce que le problème de notre éducation, et vous le savez très bien, c'est la question des temporalités. La question aussi de la mise à l'épreuve. Et c'est vrai que si nos élèves ne sont pas exposés à la complexité, il y a peu de chances. Et ça n'est pas dans les médias, comme je disais tout à l'heure, dans le discours un peu de prêt-à-penser qui vont trouver la réponse. Hein, parce que ce qui est intéressant d'ailleurs, je constate que, bien sûr sans être caricatural, qu'on a un discours très dominant qui consiste à dire l'important c'est de se débrouiller, l'important c'est de s'en sortir de la vie, et que vous en sortirez de toute façon un jour ou l'autre, il n'y a pas de problème. Et donc un discours qui peut être contre-productif et qui construit, qui amène les enseignants à devoir faire justement un certain nombre de... Voilà, d'être inventifs. Et ce que vous dites, voilà, je suis sur une mission, je peux vous dire, là, on travaille un peu sur une mission de l'inspection générale sur la réussite des élèves en BTS aujourd'hui, dont certains effectivement ont un bac professionnel, de plus en plus en BTS, et alors les enseignants, quand on les voit, systématiquement disent aujourd'hui on a un problème, c'est comment retenir l'attention des élèves. Comment éviter le zapping, la société de l'image, etc. Et c'est évident que là, vous avez un vrai sujet sur la concentration, sur l'accompagnement, sur le fait de travailler avec les élèves autrement, c'est ce que vous faites sans doute. Et j'ai vu des choses, alors un exemple très typique, j'ai vu en lycée professionnel récemment, parce qu'on travaille aussi sur les compétences psychosociales au lycée professionnel, qui est une autre mission, j'ai vu donc des enseignants de lycée professionnel, et notamment c'était une classe flexible, qui mettent en place des ressources, des dispositifs qui font, c'est ce que j'appelle des ruses pédagogiques, hein, pour créer justement l'envie d'apprendre, des élèves extrêmement impliqués, et contrairement à ce qu'on peut penser, y compris à travers des discours populistes, ils n'étaient pas dans un rapport utilitaire au savoir, ils étaient dans un rapport réflexif, disant je construis ma pensée, je me forme, etc. Et quand vous travaillez sur les élèves, sur les rapports sociaux, comme je disais tout à l'heure, et heureusement que le lycée professionnel existe pour ces élèves-là, parce que ça leur permet aussi de se sortir des déterminisme. Alors je n'ai pas le temps de développer, puisque ce n'était pas le but de cette intervention, mais j'ai toujours considéré que le lycée professionnel contribue à la démocratisation scolaire et que ça n'est pas seulement le lieu de la reproduction. Il y a une question, il y a une phrase que j'ai bien aimée dans votre livre, je la reprends, c'est le fait que mon ignorance est tout aussi bonne que ton savoir. C'est une phrase que vous reprenez. J'ai trouvé ça intéressant. Moi, je suis très critique par rapport à l'universalisme dont vous parlez pourtant beaucoup dans votre livre. Au-delà de l'aspect scientifique, se pose toujours la question de la neutralité de la science, du choix de telle ou telle science. Vous en parliez tout à l'heure avec le choix de tel enseignement 5 heures par rapport à tel enseignement 1 heure, etc. etc. Quand vous parlez à plusieurs reprises des questions socialement vives à l'intérieur du livre, j'ai envie de vous poser 2 questions. C'est quelle place aujourd'hui, surtout quand on voit les réformes qui sont en cours pour les questions socialement vives au sein de notre école? Première question. Et au pouvoir d'agir, quelle instance, comment créer du pouvoir d'agir pour les élèves à l'intérieur de notre école? Alors, je vais partir un peu de votre deuxième question et après je reviendrai à la première. Sur la question du pouvoir d'agir, en fait, les observations qu'on a pu faire et que je mobilise, c'est que le pouvoir d'agir chez les individus, il se construit aussi par des occasions qui leur permettent d'agir. Si vous voulez, quand on travaille sur... ce qui est intéressant dans notre école, c'est que ce sont aussi des modèles de justice qui sont en jeu. Quand on parle d'égalité des chances renvoie aussi, c'est un principe assez théorique.
C'est-à-dire que dans la réalité, l'égalité des chances, il faut la mettre en œuvre. Et concrètement, il faut qu'on s'interroge aussi sur les espaces que j'appelle finalement une école qui soit qui permette de développer un environnement capacitant. C'est le terme que j'ai utilisé tout à l'heure. Et l'environnement capacitant, je le reprends à certains chercheurs qui travaillent, notamment, je pense à Solveig Fenagu, qui a écrit un texte là-dessus, qui a travaillé sur l'école inclusive. En disant l'école inclusive, c'est créer justement cet environnement capacitant. Et le modèle de justice, c'est de dire, il faut qu'on s'assure que notre école crée les conditions, non seulement des ressources pour que les élèves apprennent, mais les conditions pour qu'ils puissent utiliser des ressources. Ça n'est pas parce que vous allez mettre des livres à disposition des élèves qu'ils vont les lire. Donc ça pose effectivement la question de comment on va les accompagner, comment on va créer cet environnement capacitant. Alors votre première question, j'ai oublié, vous nous avez dit, c'était surtout sur l'ignorance et l'universalisme, c'est ça? C'est ça. Hein, oui, quelle place quelle place en fait à la contextualisation quand on fait de l'éducation A. Moi, je pratique de l'éducation A. Oui. On est toujours sur cette ligne de crête entre l'ignorance qui aurait autant de poids que du savoir, quelle contextualisation savoir, quel choix on prend, enfin la science, quel choix on décide de faire, de mettre en avant telle ou telle expérience scientifique, ou vision du monde, etc., etc. Alors, oui, effectivement, il y a la question des éducations A. Il faut simplement rappeler qu'en fait, notre système éducatif, comme tous les systèmes d'ailleurs, c'est construit autour d'une identification, d'une construction, identification des savoirs qu'il est légitime et nécessaire à enseigner. Et de toute façon, à l'école, on ne peut jamais enseigner tout le répertoire des savoirs qui existent. Donc c'est une sélection qui renvoie aussi à des évolutions sociales, sociétales. Exemple typique, on a constaté, alors c'est les travaux de sociologues qui travaillent sur les curriculums et notamment sur la sociologie des savoirs, qui montrent qu'à partir des années 90, se développe en France, justement, dans des épreuves, en français par exemple, la synthèse prend de plus en plus d'importance par rapport à la dissertation ou par rapport à la composition qui était connue, qu'on a pu connaître pour certains d'entre nous. Et en fait, qu'est-ce qui explique la place de la synthèse dans les travaux? C'est le fait que pour préparer l'enseignement supérieur, de plus en plus de formations demandent des compétences en termes de synthèse, et c'est ce qui explique la place de la démarche de synthèse. Ça veut dire que les savoirs et les objectifs visés par l'institution se construisent aussi en fonction du moment. C'est comme aujourd'hui, on va dire l'informatique c'est important parce qu'évidemment la société. Ce qui amène une autre question qui est celle des questions socialement vives. Les questions socialement vives ont cette particularité. Alors d'abord, je pense que soit évidemment les réformes, ce sont des questions qui s'inviteront de toute façon à l'école. Imaginez que les élèves, comme d'ailleurs les enseignants ou les personnels d'encadrement, imaginez que les individus arrivent à l'école totalement débarrassés de leur histoire, de leur parcours, c'est une vue de l'esprit. Donc la question qui va se poser, c'est qu'est-ce que nous faisons de ces questions socialement vives? Parmi lesquelles, si je prends la question de... Alors bien sûr, l'égalité filles-garçons, c'est une question socialement vive et importante. Le développement durable, l'éducation aux médias et à l'information. Ce qui veut dire que toutes les éducations A montrent qu'il y a un élargissement des missions de l'école. Mais vous comprenez, quand vous enseignez, mettons, je vais prendre un petit exemple qui illustre un peu les difficultés. Quand vous dites, on va expérimenter les ABCD de l'égalité, qui ont fait du bruit, vous vous en souvenez, en 2013-2014, dans le premier, pour sensibiliser les enfants, justement, à la thématique du genre. Vous vous en souvenez ce que ça avait fait comme bruit. Vous vous rendez compte, vous êtes le genre, etc. On connaît évidemment, vous êtes en train de transformer la nature, vous êtes en train de dire il n'y a plus de différence entre filles et garçons, etc. C'était pas ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous abordez des questions qui ne s'enseignent pas comme un cours de mathématiques. Parce que ça met en jeu des représentations, ça met en jeu des valeurs. Et je me suis dit à l'époque, parce qu'on avait rendu un rapport sur l'égalité filles-garçons à l'école, il faut que notre école fasse attention à comment elle s'exprime, à qui est-ce qu'elle parle. Plus facile quand on est initié sur le fonctionnement de l'école, c'est moins vrai quand les parents sont, comme on dit, terme pas très propre, éloignés un peu des codes scolaires, et là il y a du travail, effectivement. Je vais arrêter. Ça dure, voilà. Et je suis maître du temps, et voilà, nous allons passer un petit peu, parce qu'on a démarré un petit peu plus tard, merci.
vous remercie pour cette synthèse. Vraiment, j'invite tout le monde à acquérir et lire cet ouvrage. Vous pouvez aussi taper donc, le nom de votre conférencier GLAB sur Kern. Il y a plusieurs articles qui sont accessibles directement également en ligne. Donc voilà, et je vous invite à partager un verre.